Je m'appelle Lucas. J'ai 27 ans. Et je pensais que cette Toussaint serait enfin différente. En fait, cela fait des années que je me dis ça. À chaque fête, je charge ma voiture de course, de boissons et de desserts, je conduis 2 heures jusqu'à la maison de mes parents, et j'espère vraiment que cette fois, ils me traiteront comme plus qu'un distributeur automatique de billets avec un sourire. Cette année, je me suis même porté volontaire pour m'occuper de la dinde, préparer quelques accompagnements et partager le coût du traiteur avec ma mère, juste pour alléger la charge. Je me suis dit que ce serait une chance de me sentir enfin inclus, de peut-être réparer les choses avec ma famille, mais j'aurais dû m'en douter. Je suis arrivé tôt ce matin-là, transportant des sacs dans la cuisine pendant que ma sœur faisait défiler des choses sur son téléphone depuis le canapé. Ma mère m'a fait un signe de tête distrait alors que je commençais à décharger les courses. Mais le vin dans le réfrigérateur, a-t-elle dit sans lever les yeux de la dinde qu'elle arrosait. Mon père était déjà dehors à superviser l'installation de la table, ce qui signifie généralement donner des ordres à mon beau-frère. Quand midi est arrivé, cela faisait des heures que je coupais des légumes, écrasais des pommes de terre et faisais des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger. Personne ne m'a vraiment remercié, mais je me suis dit qu'ils étaient juste occupés. Quand le traiteur est arrivé, je suis sorti et j'ai payé ma moitié de la facture plus que ce que je voulais vraiment dépenser, mais je me suis dit que ça valait le coup pour maintenir la paix. La table était superbe, la nourriture sentait incroyablement bon et, malgré mes pieds endoloris, je commençais à me sentir fier. J'ai même mis une de mes belles chemises avant le dîner. Peut-être que ce serait l'année où il remarquerait à quel point j'avais contribué. Mais c'est alors qu'est arrivé le moment qui a tout changé. Au moment où nous allions nous asseoir, ma mère m'a adressé ce petit sourire en coin, le genre qu'elle arbore quand elle s'apprête à dire quelque chose de piquant. « N'oublie pas », a-t-elle dit à voix haute, en me regardant droit dans les yeux. « Tu n'es qu'un invité ici. » Mon père a gloussé comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle. Ma sœur a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Pendant une seconde, j'ai cru que je l'avais mal entendu. Mais non, elle l'a répété, plus doucement cette fois, presque dans un murmure, mais juste assez fort pour que je l'entende. Invité. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je suis resté figé là, le couteau à découper à la main, le tablier encore noué autour de ma taille, sentant tous les yeux de la pièce sur moi. Un invité ? Après tout ce que j'avais fait aujourd'hui, après tout ce que j'avais fait pendant des années ? J'ai forcé un sourire, lent et calme, parce que si je ne le faisais pas, j'étais presque certain que j'allais exploser. J'ai dénoué mon tablier et je l'ai accroché proprement sur la chaise, mes mains étonnamment stables. Personne n'a rien dit. Peut-être pensait-il que je prenais juste place. Mais à l'intérieur, quelque chose a basculé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que les choses allaient changer. Je suis resté assis pendant le dîner en silence, hochant la tête aux conversations, répondant aux questions par de courtes répliques, riant même à une ou deux blagues. Mais pendant tout ce temps, mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais pas cesser d'entendre ce mot invité résonner dans mes oreilles. Chaque fois que mon père se servait un autre verre, chaque fois que ma mère se vantait de la sauce au canneberge comme si elle l'avait faite toute seule, chaque fois que ma sœur se plaignait de son loyer, je continuais simplement à sourire. Et ce sourire n'était pas pour eux, car je savais déjà ce que j'allais faire. Je ne savais pas encore exactement comment, mais une chose était claire, c'était la dernière Toussaint que je passerais à me sentir comme l'étranger à la table de ma propre famille. La dernière fois qu'il mangerait à mes frais en riant. Quand le dessert a été servi, je me suis excusé plus tôt, prétextant que j'étais fatigué du trajet. Maman m'a fait un signe de la main sans conviction et papa a marmonné quelque chose sur le fait de fermer à clé quand je partirais. Ils n'ont pas remarqué la façon dont j'ai marqué une pause dans le couloir, regardant en arrière cette table parfaitement dressée, tout le monde mangeant et parlant comme si de rien n'était. Ils n'ont pas remarqué la façon dont j'ai souri une dernière fois cette fois pour moi, pas pour eux avant de franchir la porte. Et c'est là que j'ai commencé à planifier. Le trajet du retour cette nuit-là m'a semblé plus long que d'habitude. La radio était allumée, mais je ne l'entendais pas vraiment. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots de ma mère dans ma tête. La façon dont mon père avait ri comme si c'était une blague inoffensive. La façon dont ma sœur avait simplement levé les yeux au ciel comme si j'étais le problème. Juste un invité. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas juste une remarque en l'air. C'était la façon dont il me voyait vraiment. Je m'étais présenté, j'avais payé, cuisiné, fait un effort pendant des années. Et au lieu de respect, j'avais eu ça.
Le temps que j'arrive dans mon allée, mes pensées étaient passées de la peine à la colère. Ma maison, la maison que j'ai achetée seule à 25 ans, me semblait être sur une autre planète par rapport à celle de mes parents, calme, paisible, la mienne. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je suis resté là dans la cuisine pendant 1 minute, regardant autour de moi, respirant lentement jusqu'à ce que la tension dans ma poitrine commence à se relâcher. Puis je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis à table et j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Les messages continuaient d'affluer. Des photos de la tarte, mon père faisant une autre blague sur la tradition familiale, ma sœur postant un selfie avec la dinde en arrière-plan avec la légende « C'est moi qui ai fait ça ». Celle-là m'a fait plus de mal qu'elle n'aurait dû. Elle n'avait pas levé le petit doigt de la journée. Pas une seule assiette lavée, pas un seul voyage au magasin. Et pourtant, elle recevait tous les « j'aime » des membres de la famille. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai laissé face contre table. C'était la première fois que je réalisais à quel point les choses avaient été à sens unique pendant des années. Les jours qui ont suivi la Toussaint ont été tendus. Pas avec ma famille, ils agissaient comme si tout allait bien, mais avec moi. J'ai arrêté de répondre immédiatement aux textos. Quand maman a appelé ce week-end-là pour me demander si je pouvais envoyer de l'argent pour des frais supplémentaires de la Toussaint, je lui ai dit que j'allais regarder mon budget et j'ai raccroché rapidement. C'est à ce moment-là que le véritable schéma a commencé à se dessiner. Soudain, j'étais l'ingrat. Maman a envoyé un long message dans la conversation de groupe sur le fait que la famille, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'être présent, ignorant commodément le fait que j'avais été présent et que j'avais payé. Papa a renchéri avec son sarcasme habituel, je suppose que Lucas est trop occupé maintenant qu'il est un ponte avec une maison et un travail chic. Ma sœur a envoyé un de ses textos passifs-agressifs, d'accord, qui signifiait qu'elle parlait de moi à ses amis. Je voulais dire quelque chose. Vraiment. Mais au lieu de ça, je suis resté silencieux. Je les ai laissés parler. Et ça ne s'est pas arrêté là. 2 semaines plus tard, ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, elle n'a même pas pris la peine de bavarder. Alors, la voiture de ta sœur a besoin de réparation, a-t-elle dit nonchalamment, comme si nous discutions de la météo. Le mécanicien dit que ça coûtera environ 1150 €. Elle est un peu juste en ce moment, alors je lui ai dit que tu l'aiderais. J'ai failli laisser tomber la tasse que je tenais. Pardon ? C'est juste un prêt, a dit maman rapidement, comme si ça allait arranger les choses. Tu gagnes bien ta vie et elle a été assez stressée comme ça. Tu sais, elle a eu une année difficile. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre. Maman, je ne vais pas lui donner d'argent pour une réparation de voiture. Elle a eu 3 emplois l'année dernière et les a tous quittés parce qu'elle n'aimait pas l'ambiance. Ce n'est pas ma responsabilité. Maman est restée silencieuse une seconde, puis a laissé échapper un petit rire, le même genre de rire que papa avait eu à la Toussaint. Tu as changé, Lucas. Tu étais si généreux avant. Je suis toujours généreux, ai-je dit calmement. Juste pas avec les gens qui me traitent comme si je n'étais bon que pour mon portefeuille. Cela a mis fin à l'appel. 3 jours plus tard, papa a appelé. Je n'ai pas décroché au début, mais il a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, irritée. Ta sœur pleure, Lucas. Elle a l'impression que tu ne te soucies plus de cette famille. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette attitude doit cesser maintenant. On ne tourne pas le dos à la famille quand elle a besoin de nous. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai commencé à me souvenir de toutes les autres fois où ils avaient joué le même refrain. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque barbecue. La fois où j'ai payé le dîner d'enterrement de vie de garçon de mon beau-frère parce que papa avait oublié son portefeuille. La fois où maman a laissé entendre que je devrais payer pour de nouveaux meubles de terrasse parce que tu les utilises aussi quand tu viens. La fois où ma sœur a piqué une crise parce que je ne voulais pas l'aider à déménager pour la 3e fois en 2 ans. J'ai repensé à la table de la Toussaint, à ce mot invité et j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais invité à la table que parce que j'y apportais quelque chose. À la mi-décembre, la pression a monté d'un cran. Ma sœur a commencé à m'appeler directement, chose qu'elle ne fait presque jamais. Écoute, a-t-elle dit un soir, sa voix pleine d'une fausse douceur. Si tu peux juste couvrir la réparation, je te rembourserai en janvier. Ou en février au plus tard. Tu sais que je ne peux pas aller travailler sans ma voiture. Tu n'as pas de travail, lui ai-je rappelé. Elle est restée silencieuse, puis son ton a complètement changé. Très bien, a-t-elle lâché. Sois égoïste.
Mais ne viens pas pleurer quand maman et papa arrêteront de t'inviter à des choses. Tu ne peux pas simplement te couper du monde et t'attendre à ce que tout soit normal. Cette dernière partie m'a frappé comme un défi. Le réveillon de Noël est arrivé, et j'ai failli ne pas y aller, mais une partie de moi voulait voir jusqu'où cela irait. La maison était bondée, cousins, tantes, oncles, le chaos habituel. J'ai apporté une petite boîte de chocolat comme contribution et rien d'autre. Quand maman a ouvert la porte, je jure que son sourire a légèrement fléchi quand elle a vu que je ne portais pas mes sacs de courses habituels. À l'intérieur, l'atmosphère était différente. Mon père m'a à peine dit bonjour avant de retourner regarder le match. Ma sœur était assise sur le canapé, racontant à qui voulait l'entendre sa malchance avec la voiture, comment certaines personnes ne se manifestent plus. Quelques membres de la famille m'ont jeté des regards entendus. Je suis resté silencieux. Quand le dîner a été servi, maman a tenu à remercier ma sœur pour avoir tant aidé à la préparation cette année. Ma sœur a juste souri en coin et a dit « Eh bien, il fallait bien que quelqu'un le fasse. » Celle-là m'a presque fait éclater de rire. La table avait l'air d'avoir été montée à la dernière minute, et je savais pertinemment que ma sœur n'avait pas mis un pied dans la cuisine. Mais je suis resté silencieux. J'ai mangé, j'ai complimenté le jambon et j'ai fait la conversation. À l'intérieur, cependant, je cataloguais chaque mot, chaque regard, chaque rire à mes dépens. Car si la Toussaint avait été l'électrochoc, le réveillon de Noël en était la confirmation. Sur le chemin du retour cette nuit-là, je ne me sentais pas en colère. Plus maintenant. Je me sentais lucide. Il n'allait pas changer. Et cela signifiait que je devais changer. Mais avant de prendre une décision, j'avais un dernier test en tête, le dîner du Nouvel An. S'ils insistaient une fois de plus, s'ils essayaient de me culpabiliser, de m'humilier ou de me traiter comme l'invité qu'ils prétendaient que j'étais, alors je saurais exactement quoi faire. Et croyez-moi, j'étais prêt. Le dîner du Nouvel An chez mes parents a toujours été le plus grand événement de la saison. Plus grand que Noël, honnêtement. Tous les membres de la famille dans un rayon de 80 km se présentent, et ma mère traite ça comme son événement tapis rouge personnel. Elle insiste pour que nous soyons tous bien habillés, elle sort les belles assiettes, et il y a généralement un long discours de mon père sur l'unité familiale. J'ai failli le manquer cette année. Chaque partie de moi voulait rester à la maison, ouvrir une bouteille de vin et regarder les feux d'artifice depuis mon Porsche, mais je savais que si je ne me présentais pas, ils utiliseraient mon absence comme preuve que j'étais le problème. Alors, j'ai décidé d'y aller. Mais cette fois, je n'ai rien apporté. Pas de course, pas de vin, pas de dessert. Juste moi. Quand je suis arrivé, maman a ouvert la porte et a littéralement froncé les sourcils avant de se reprendre. « Oh, a-t-elle dit. Tu es venu. Bonne année, ai-je dit en souriant poliment. » À l'intérieur, la maison était en pleine effervescence. Ma sœur était déjà là, tirée à 4 épingles, racontant à tout le monde ses quelques semaines difficiles. Elle m'a aperçu, a souri doucement et a dit juste assez fort pour que les membres de la famille à proximité l'entendent, « Waouh, Lucas a vraiment réussi à venir. » J'ai juste accroché mon manteau et rejoint les autres. Le dîner a commencé en retard, comme toujours, et à ce moment-là, je sentais que quelque chose se préparait. Ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de chuchoter dans la cuisine. Mon père se resservait un verre avant même que quiconque ait fini le sien. La tension dans l'air était différente, plus lourde. Nous nous sommes tous assis à table, et comme chaque année, mon père s'est levé pour faire son discours. La famille, c'est tout, a-t-il commencé, regardant autour de la table. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais en fin de compte, nous sommes là les uns pour les autres. C'est ce qui compte. Cela semblait assez inoffensif jusqu'à ce qu'il ajoute, certains d'entre nous l'ont oublié ces derniers temps. La pièce est devenue silencieuse. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. J'ai juste gardé un visage neutre. Papa s'est rassis, et maman a pris le relais. En parlant d'être là, a-t-elle dit légèrement, ta sœur a eu beaucoup de mal avec sa situation de voiture. Mais nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons décidé de tous cotiser pour l'aider. C'est là que j'ai réalisé ce qui allait se passer. Maman a souri doucement et a posé une enveloppe au centre de la table. Tout le monde contribue un peu. Nous avons pensé que ce serait bien d'en faire un effort de groupe. L'enveloppe était déjà à moitié pleine d'argent liquide. Et puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Lucas, nous t'avons mis pour 480 €. J'ai déjà dit au mécanicien que nous les lui donnerions la semaine prochaine.
J'ai senti ma mâchoire se crisper. Vous avez quoi? C'est juste, a dit papa, son ton devenant sec. Tu gagnes le plus d'argent de nous tous ici. Il est temps que tu assumes ta part. J'ai regardé autour de la table. Quelques-uns de mes cousins sont devenus soudainement très intéressés par leurs assiettes. Ma sœur était juste assise là, souriant en coin. Je sentais la chaleur monter le long de mon cou. Vous ne m'avez pas demandé, ai-je dit lentement. Maman a agité une main comme si ce n'était rien. Lucas, arrête de faire ton dramatique. C'est la famille. Nous nous aidons tous les uns les autres. Non, ai-je dit, ma voix plate. Vous avez tous décidé ça sans moi. Et ensuite, vous avez dit au mécanicien que je paierais. Ce n'est pas de l'aide. C'est être volontaire sans consentement. La chaise de papa a raclé le sol alors qu'il se penchait en avant. Tu fais une scène. Mais juste l'argent, et profitons du dîner. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, puis ma mère, puis ma sœur. Personne n'a dit un mot. Finalement, je me suis levé. Non. Le visage de maman est devenu rouge. Lucas, assieds-toi. J'ai dit non, ma voix était calme maintenant, plus basse que je ne l'attendais. Je ne vous donnerai pas un centime. Pas ce soir. Ni plus jamais. Papa a frappé sa main sur la table. N'ose pas parler à ta mère comme ça dans cette maison. Cette maison? J'ai ri. Pas un rire drôle, mais le genre que l'on laisse échapper quand on comprend enfin quelque chose de trop tard. Vous voulez dire la maison que j'ai aidé à payer quand vous étiez en retard sur l'hypothèque l'année dernière? La maison que j'ai aidé à maintenir à flot à chaque fête, chaque facture, chaque fois que vous oubliez votre portefeuille. Cela a fait tourner quelques têtes, mais maman a juste lancé un regard noir. Si tu veux agir comme un étranger, Lucas, alors tu peux partir. Les invités n'ont pas le droit de manquer de respect aux hôtes. Et voilà, encore une fois. Invité. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement mis la main dans ma poche, sorti mon portefeuille et l'ai posé sur la table. Puis j'ai calmement sorti un unique billet de 20 € et je l'ai fait glisser sur la table vers l'enveloppe. Voilà ma contribution, ai-je dit d'une voix égale. Achetez-lui du liquide lave-glace. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de ma sœur s'est ouverte. Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Maman m'a juste regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. J'ai remis mon portefeuille dans ma poche, j'ai repoussé ma chaise et j'ai dit, profitez de votre dîner. Puis je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Sur le chemin du retour, mes mains tremblaient encore, non pas de peur, mais d'adrénaline. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas cédé. Mais le temps que j'arrive à la maison, des textos m'attendaient déjà. Maman, tu nous as embarrassés devant toute la famille. Papa, tu es égoïste. Ne prends pas la peine de revenir si c'est comme ça que tu vas te comporter. Sœur, j'espère que tu es content. Ma voiture est toujours en panne. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis sur mon canapé dans le noir, fixant mon téléphone. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'un dîner. C'était une question d'années à être traité comme une banque, un homme à tout faire, un personnage secondaire. Et s'il pensait que c'était moi qui me coupais d'eux, il n'avait encore rien vu. Parce que je n'allais pas seulement arrêter de payer. J'allais m'assurer qu'il ressente chaque conséquence de la façon dont il m'avait traité. Les premiers jours après le nouvel an ressemblaient à une gueule de bois sans l'alcool. Tout était lourd, ma poitrine, ma tête, même l'air dans ma maison. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène à cette table de dîner, encore et encore, comme un film en boucle. La voix de ma mère résonnant dans ma tête, me traitant d'invité. Le regard noir de mon père, le sourire en coin de ma sœur, la façon dont pas une seule personne n'avait pris ma défense. Je pensais que peut-être, après mon départ, quelqu'un appellerait pour arranger les choses. Pas pour s'excuser, je n'étais pas assez naïf pour m'attendre à ça, mais au moins pour calmer le jeu. Mais les appels ne sont jamais venus. Ce que j'ai reçu à la place, ce sont d'autres textos. Maman, ton comportement était inacceptable. Nous ne savons pas comment avancer avec toi tant que tu ne t'excuseras pas, papa, tu as fait pleurer ta mère. Tu devrais avoir honte. Sœur, j'espère que tu as apprécié ton petit caprice. Tout le monde en parlait après ton départ. Bravo. Chaque fois que mon téléphone vibrait,
je sentais mon estomac se nouer. J'ai arrêté de vérifier mes notifications après le 3e jour. C'est le silence de tous les autres qui m'a fait le plus mal. Tante, oncle, cousin, les gens pour qui j'avais traversé la ville, aidé à déménager des meubles, prêté de l'argent, gardé les enfants. Pas un seul message, pas un seul, et, est-ce que ça va? Et c'est là que j'ai vraiment compris. Ils choisissaient un camp, et ce n'était pas le mien. Ce premier week-end, j'ai à peine quitté la maison. Je suis resté sur mon canapé, enveloppé dans une couverture, à regarder des émissions qui m'étaient égales juste pour noyer mes pensées. J'ai commandé à emporter au lieu de cuisiner. La cuisine sentait encore légèrement la dinde rôtie de la Toussaint, une odeur qui maintenant me mettait en colère. Le dimanche soir, j'ai reçu un courriel de ma mère, un long. Elle y énumérait toutes les faveurs qu'il m'avait jamais faites, me laisser vivre à la maison après l'université pendant 6 mois, me laisser emprunter la vieille voiture de papa une fois que la mienne était tombée en panne, payer une facture de dentiste quand j'étais adolescent. Puis elle a écrit qu'ils étaient déçus de la personne que j'étais devenue, et que peut-être je devais prendre du temps pour réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là à fixer le courriel et j'ai senti une nouvelle vague m'envahir. Ce n'était plus seulement de la peine. Ce n'était même plus de la colère. C'était quelque chose de plus vif, de plus froid, la clarté. La semaine suivante au travail a été difficile. J'étais distrait, c'est qu'avec mes collègues, je décrochais pendant les réunions. Mon patron m'a même pris à part et m'a demandé si tout allait bien. Oui, ai-je menti, juste fatigué. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais épuisé. J'ai commencé à remarquer à quel point mon énergie avait été consacrée à essayer de gagner l'approbation de ma famille. Toutes les heures supplémentaires que j'avais travaillées pour offrir de beaux cadeaux à Noël. Les courses avant les grands dîners. L'effort que j'avais mis à être serviable, fiable, le bon fils. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent rire de moi dans mon dos? Pour qu'ils puissent me traiter d'invité dans la maison que je les avais aidés à garder? Un soir, environ 2 semaines après le dîner, j'ai reçu un texto de mon cousin, Marc. Il me contactait rarement, alors j'ai hésité avant de l'ouvrir. Marc et mec. Je voulais juste dire que je trouvais que ce qui s'est passé au Nouvel An était dégueulasse. Je ne voulais rien dire devant tout le monde, mais tu ne méritais pas ça. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère. Du soulagement, peut-être. De la gratitude. Je l'ai remercié d'avoir dit quelque chose, je lui ai dit que ça comptait beaucoup. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Marc, tu sais qu'ils ont parlé de te retirer de la conversation de groupe familial, n'est-ce pas? Ils ont dit que si tu allais te comporter comme ça, tu n'avais pas besoin d'être inclus. Je suis resté à fixer l'écran. C'était une si petite chose, une conversation de groupe, mais ça m'a semblé être le dernier clou dans le cercueil. Non pas parce que je me souciais de la conversation elle-même, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais déjà, il me mettait complètement à l'écart. Et c'est là que j'ai arrêté d'attendre qu'ils arrangent quoi que ce soit. Le week-end suivant, j'ai nettoyé ma maison de fond en comble. C'était comme muet. J'ai décroché la photo de famille encadrée dans le couloir, celle de vacances que nous avions prise quand j'avais 17 ans, et je l'ai rangée dans un tiroir. J'ai emballé la vaisselle que maman m'avait offerte comme cadeau de pendaison de crémaillère et je l'ai mise dans une boîte au garage. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas colérique. C'était délibéré. Étape par étape, j'ai commencé à éliminer tout ce qui me liait à leur version de la famille. En février, j'avais une meilleure routine. J'ai complètement arrêté de consulter la conversation de groupe. Quand maman appelait, je laissais aller sur la messagerie vocale. Pareil pour papa. Ma sœur a finalement arrêté d'essayer de m'appâter avec des textos. J'ai commencé à cuisiner davantage, à me concentrer sur moi-même. Je suis allé à la salle de sport quelques fois par semaine. J'ai revu des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre pour moi, pas pour eux. Mais au fond de moi, je savais que je n'en avais pas fini. Parce que même si j'allais de l'avant, il y avait encore une chose qui me rongeait, l'aide pour l'hypothèque que je leur avais donnée l'année dernière quand ils étaient en retard sur les paiements. Ce n'était pas un cadeau. C'était censé être un prêt temporaire. Ils avaient promis de me rembourser une fois que la prime de papa serait arrivée. C'était il y a 9 mois. Et maintenant, ils agissaient comme si je leur devais quelque chose.
J'ai sorti les vieux papiers que j'avais gardés, virements bancaires, courriels, textos, tout ce qui documentait les 7500 € que je leur avais virés pour arrêter la saisie. Je l'ai lu attentivement, surlignant chaque ligne où il promettait le remboursement. Et alors que j'étais assis là, les papiers étalés sur la table de ma salle à manger, j'ai réalisé quelque chose. J'avais un levier. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je ne voulais pas être mesquin pour le plaisir. Mais s'ils allaient me traiter comme le méchant, peut-être était-il temps qu'ils voient à quoi cela ressemblait vraiment. Et au fil des semaines, mon plan a lentement commencé à prendre forme. Puis est arrivé le message qui a solidifié ma décision. Maman, le dîner de Pâques approche. Tout le monde apporte quelque chose. Je t'ai mis pour le jambon et le dessert. Aussi, ta sœur a toujours besoin d'aide pour la voiture. Tu pourras régler ça avec elle à ce moment-là. Régler ça. Comme si c'était déjà décidé. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone, je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai souri. Pas un sourire amer cette fois, un sourire entendu, parce que Pâques allait être différent. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui allais être blessé à la fin. Février s'est transformé en mars, et j'ai remarqué que quelque chose d'étrange se produisait, je commençais à me sentir plus léger. La tension dans ma poitrine qui était là depuis la Toussaint a commencé à s'apaiser. Le silence de mes parents et de ma sœur ne me dérangeait plus autant. D'une manière étrange, c'était un soulagement de ne pas avoir mon téléphone qui vibrait avec leurs demandes constantes. Au travail, je me suis plongé dans des projets qui étaient en attente. J'ai commencé à arriver tôt, à me porter volontaire pour des tâches que personne ne voulait, et à les terminer en avance. Mon patron l'a remarqué. À la mi-mars, on m'a demandé de prendre la tête d'une grande proposition client. Cela signifiait de longues heures, mais aussi de la visibilité. Un vendredi, après une présentation particulièrement importante, mon patron m'a pris à part. « Lucas, tu fais un super boulot ces derniers temps », a-t-il dit. « Il y a un poste de direction qui s'ouvre au prochain trimestre, et je pense que tu devrais postuler. » J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait la chamade. Une promotion signifierait une augmentation de salaire significative, plus de responsabilités, et franchement, plus de liberté. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine avec un verre de vin et j'ai pensé au chemin parcouru en quelques mois seulement. Je n'étais pas la même personne qui se tenait là à la Toussaint avec un tablier, encaissant silencieusement leurs insultes. Je commençais à me sentir comme quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient même plus. Ma vie personnelle a commencé à refléter ce changement également. J'ai recontacté quelques vieux amis que je n'avais pas vus depuis l'université, des gens dont je m'étais éloigné parce que j'avais toujours été trop occupé à faire passer ma famille en premier. Nous avons pris un verre, rattrapé le temps perdu, ri de nos souvenirs. Ça faisait du bien d'être avec des gens qui appréciaient réellement ma compagnie pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais apporter ou payer. J'ai commencé à passer mes week-ends différemment. Au lieu de conduire jusqu'à la maison de mes parents pour aider à réparer ce qui s'était mystérieusement cassé cette semaine-là, j'ai travaillé sur mes propres projets de maison. J'ai repeint ma chambre d'amis. J'ai planté des herbes aromatiques à la fenêtre de la cuisine. Pour la première fois, ma maison n'était pas seulement l'endroit où je vivais, elle était mon espace, mon sanctuaire. Je pouvais presque entendre la voix de mon père dans ma tête, se moquant de moi parce que je jouais à la dinette. Mais pour une fois, cette pensée ne m'a pas blessé. Elle m'a fait sourire. L'argent a cessé d'être une source d'anxiété silencieuse. Sans la ponction constante des paiements pour les événements familiaux, la couverture des urgences ou l'achat de la moitié des courses pour chaque fête, j'ai vu mon compte d'épargne augmenter. J'ai commencé à investir davantage, chose que j'avais toujours voulu faire mais pour laquelle je n'avais jamais eu l'impression d'avoir assez de marge de manœuvre. À la fin du mois de mars, j'avais économisé près de 3 800 € en seulement 3 mois, presque la moitié de ce que je leur avais donné pour l'hypothèque l'année précédente. Voir ce chiffre sur mon compte m'a procuré une sorte de satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais le véritable tournant est survenu début avril. Je parcourais des dossiers dans mon bureau à domicile quand j'ai trouvé le dossier Manille intitulé « Documents maison, maman et papa ». À l'intérieur se trouvait chaque reçu, chaque confirmation de virement, chaque capture d'écran de texto du sauvetage de l'hypothèque. Je l'avais gardé organisé au début juste pour m'assurer qu'il me rembourse. Maintenant, je le regardais avec un nouveau regard. Je ne détenais pas seulement la preuve de ce que je leur avais donné, je détenais la preuve du pouvoir qu'ils avaient sur moi à l'époque.
Ce dossier représentait chaque nuit blanche que j'avais passée à m'inquiéter qu'ils puissent perdre la maison, chaque fois que je les avais tirés d'affaire sans hésiter, même si cela signifiait mettre mes propres projets en attente. Et ils s'étaient retournés et m'avaient traité d'invité. Je suis resté là à fixer ce dossier pendant un long moment. Puis j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger une lettre simple et polie demandant le remboursement intégral. Pas de menaces, pas de colère, juste des faits, des dates et des montants. Je ne l'ai pas envoyé, pas encore. Mais le simple fait de l'avoir enregistré sur mon bureau me donnait l'impression de reprendre quelque chose, de remettre mes mains sur le volant. À peu près à la même époque, j'ai reçu une invitation à un dîner d'anniversaire d'un ami. J'ai failli dire non. L'ancien moi se serait inquiété de devoir répondre à des questions sur ma famille, mais j'ai décidé d'y aller. La soirée a été l'une des meilleures que j'ai eues depuis des mois. Nous avons ri, raconté des histoires, partagé des souvenirs, et quand quelqu'un a inévitablement demandé « Alors, comment va ta famille ?», je me suis surpris à ne pas esquiver la question. « Ils sont compliqués », ai-je dit. Honnêtement, on ne se parle plus en ce moment. Et à ma grande surprise, personne ne m'a jugé. Personne n'a dit « Mais c'est ta famille » ou « Tu devrais te réconcilier avec eux ». Au lieu de ça, un ami a hoché la tête et a dit « Parfois, il faut faire ce qui est bon pour sa propre paix ». C'était comme une permission de continuer. Puis Pâques est arrivé. Je l'attendais, m'attendant à moitié à un message de ma mère la semaine précédente pour me demander ce que j'apportais. Comme prévu, 5 jours avant Pâques, j'ai reçu un texto de groupe. « Maman, Lucas, n'oublie pas d'aller chercher le jambon et le dessert pour dimanche. On se voit à 16 heures. » J'ai fixé le message, sentant ce vieux mélange de colère et de tristesse commencer à bouillonner. Puis j'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu. Le dimanche est arrivé et est reparti. Je suis resté à la maison, je me suis fait un bon brunch et j'ai fait une longue promenade. Quand je suis revenu, mon téléphone avait 14 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain, j'ai reçu un autre courriel de maman. Celui-ci était plus court que le précédent, « Tu as fait du mal à cette famille, Lucas. Tout le monde demandait où tu étais. Ta sœur a pleuré toute la nuit. Nous ne savons pas ce qui t'est arrivé. » Je n'ai pas répondu parce que je savais exactement ce qui m'était arrivé, j'avais enfin cessé d'essayer de me prouver à des gens qui ne voulaient pas me voir. En mai, la promotion au travail a été confirmée. J'ai signé la lettre d'offre avec un grand sourire, puis je me suis offert une escapade d'un week-end juste moi, un chalet au bord du lac, et pas de drame familial. Je me suis assis sur la terrasse ce samedi matin, café à la main, regardant l'eau, et j'ai pensé à tout ce qui avait changé en moins de 6 mois. Je ne survivais plus. Je prospérais. Et c'est là que l'idée de ce que je devais faire ensuite est devenue parfaitement claire. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas encore. Il s'agissait de remettre les pendules à l'heure. Parce que s'ils pensaient que j'allais simplement disparaître tranquillement en arrière-plan, ils allaient avoir un réveil brutal. Après ce week-end au lac, je suis rentré chez moi en me sentant plus vif que je ne l'avais été depuis des mois. Plus clair, comme si j'avais marché avec des lunettes embuées et que quelqu'un les avait enfin nettoyées. Il ne s'agissait plus seulement de couper les ponts. Il s'agissait de reprendre le contrôle du récit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai retrouvé la lettre de remboursement que j'avais rédigée et je l'ai relue. Elle était simple et professionnelle, décrivant les 7 500 € que je leur avais donnés, les dates des virements et leur promesse de me rembourser une fois que la prime de papa serait arrivée. Cette fois, au lieu de l'enregistrer comme brouillon, je l'ai imprimé, signé et glissé dans une enveloppe. Mais je ne l'ai pas posté, pas encore. Parce que je savais que le simple fait d'envoyer la lettre me ferait passer pour quelqu'un de rancunier ou David. J'avais besoin de plus qu'une simple lettre. J'avais besoin de prouver qu'il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de respect. Un soir, j'ai parcouru mon téléphone et j'ai remonté des années dans la conversation de groupe, sauvegardant chaque message où il m'avait demandé de l'argent ou de l'aide et où j'avais dit oui, de l'argent pour l'essence pour ma sœur, de nouveaux pneus pour le camion de papa, des acomptes pour des traiteurs, des billets d'avion pour des parents, même les demandes Lydia aléatoires pour « juste un petit coup de main » qui s'étaient accumulées au fil des ans. Quand j'ai tout additionné, le total était stupéfiant. En 5 ans, j'avais dépensé près de 13 000 € en « urgence », familiale et « coûts partagés ». Pas étonnant que mes économies aient toujours eu l'impression d'être à peine à flot. Voir ce chiffre m'a donné une sorte de résolution calme. Ce n'était pas moi qui étais dramatique, c'était moi qui mettais enfin un terme à un cycle.
À peu près à la même époque, j'ai également commencé à travailler plus étroitement avec le service financier de mon entreprise en raison de mon nouveau rôle. J'ai beaucoup appris sur la budgétisation, les projections et la manière de suivre l'argent. Et cela m'a fait réfléchir à mes propres finances d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai créé une feuille de calcul détaillée de chaque dépense liée à ma famille. Pas seulement les 13 000 € sur 5 ans, mais chaque coup de vacances, chaque facture de dîner, chaque faveur aléatoire. J'ai tout catégorisé. Quand j'ai eu fini, j'avais une image claire de combien je les avais subventionnés. Et ce n'était pas joli, mais c'était valorisant, car maintenant j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, de la documentation. Avril s'est transformé en mai, et les appels de ma famille ont ralenti. Non pas parce qu'ils laissaient tomber, mais parce qu'ils étaient passés à la phase du traitement silencieux. Ils attendaient que je revienne en rampant et que je m'excuse, que je supplie pour leur pardon. Mais au lieu de les poursuivre, j'ai mis les bouchées doubles dans ma propre vie. J'ai rejoint un groupe de bénévoles locaux, j'ai passé mes week-ends à aider dans un jardin communautaire et je me suis fait des amis en dehors du travail pour la première fois depuis des années. J'ai recommencé à prendre des photos, un passe-temps que j'avais abandonné il y a des lustres parce que j'étais trop occupé à suivre les obligations familiales. Chaque fois que je faisais quelque chose pour moi, je me sentais plus fort, plus ancré, et slowly l'amertume a commencé à s'estomper, remplacée par la stratégie. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a scellé ma décision. C'était début juin, et j'étais en pause déjeuner quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Contre toute attente, j'ai décroché. « Lucas », a-t-elle dit sans préambule. « Nous avons besoin que tu couvres la compte pour la salle de mariage de ton cousin. Ils essaient de bloquer la date et ne peuvent pas se permettre la compte en ce moment. Nous te rembourserons quand nous le pourrons. » J'ai presque éclaté de rire. « Maman », ai-je dit prudemment. « Est-ce que tu réalises que tu viens de me demander de payer pour un mariage auquel je ne suis même pas sûr d'être invité ? » « Tu seras invité », a-t-elle dit rapidement. « Mais ce n'est pas la question. Il s'agit d'aider la famille. Ton cousin est dans une situation difficile. Moi aussi, ai-je dit sèchement, quand je vous ai donné 7 500 l'année dernière. J'attends toujours ce remboursement, d'ailleurs. Il y a eu une longue pause. C'était un cadeau, a finalement dit maman, son ton devenant froid. Non, ai-je dit, ressentant à nouveau cette clarté. J'ai les textos, maman. Vous avez promis de me rembourser. Ne réécrivez pas l'histoire juste parce que c'est pratique maintenant. Elle a soufflé. Lucas, si tu comptes nous reprocher chaque petite chose, peut-être vaut-il mieux que tu ne viennes pas du tout au mariage. Peut-être bien, ai-je dit calmement. Mais je vous enverrai quelque chose. Pas de l'argent. Juste un rappel de ce que j'ai déjà fait pour cette famille. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis mis au travail. J'ai finalisé la lettre de remboursement, j'ai joint une copie de la feuille de calcul montrant chaque contribution que j'avais faite au fil des ans, et j'ai inclus des captures d'écran des textos concernant l'hypothèque. Ce n'était ni colérique ni émotionnel. C'était professionnel. Ensuite, j'ai programmé son envoi par courrier recommandé, pour qu'ils doivent signer pour le recevoir. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi discrètement retiré la carte professionnelle métro commune que je payais, annulé les abonnements récurrents qui étaient encore à mon nom mais utilisés chez eux, et retiré ma carte des comptes de streaming familiaux. De petites choses, peut-être, mais symboliques. Parce que cette fois, quand il s'assiérait pour regarder la télévision ou faire les courses, il sentirait mon absence de plus d'une manière. À la mi-juin, je me sentais complètement différent. Je n'étais plus anxieux. Je n'attendais plus leur prochain mouvement. Je faisais le mien. Chaque pas que je faisais, chaque petite chose dont je me démêlais, me donnait plus de pouvoir. Et puis est arrivée la pièce finale du puzzle. J'ai découvert que la société de prêt hypothécaire leur avait surfacturé les impôts fonciers l'année précédente, ce qui signifiait techniquement qu'ils avaient droit à un remboursement partiel. Le remboursement irait à celui qui était listé comme ayant contribué à ce paiement. Et devinez quel nom figurait sur le relevé de virement ? Le mien. C'était peu, quelques centaines d'euros, mais c'était suffisant pour me faire sourire en remplissant les documents, parce que cette fois, le chèque n'irait pas dans la boîte aux lettres de mes parents. Il irait dans la mienne. Quand je me suis assis et que j'ai regardé tout ce que j'avais mis en place, la demande de remboursement, les limites financières, le retrait de mon nom de leur commodité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'étais préparé.
Je ne réagissais plus seulement. Je construisais quelque chose. Et je savais au fond de moi que la prochaine fois qu'ils essaieraient de me coincer, je serais prêt non seulement à me défendre, mais à retourner complètement la situation. Quand juillet est arrivé, la lettre que j'avais envoyée avait été livrée. Je le savais car j'avais reçu l'accusé de réception signé par la poste. 2 jours après, ma mère m'a appelé pour la première fois depuis des semaines. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand je l'ai finalement écoutée, sa voix était glaciale. « Lucas, nous avons reçu ta lettre. Je n'arrive pas à croire que tu ferais quelque chose d'aussi formel avec tes propres parents. Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. Tu devrais avoir honte de toi. » Je l'ai réécouté 2 fois juste pour bien l'assimiler. Il n'y avait aucune mention de l'argent, aucune reconnaissance des promesses qu'ils avaient faites, aucune excuse, juste de la culpabilisation et de la colère que j'ai osé mettre les choses par écrit. Ce message vocal était la confirmation finale que j'avais eu raison de faire ce que j'avais fait. Parce que maintenant, il n'y avait plus moyen de prétendre que ce n'était qu'un malentendu. Une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe de mes parents par la poste. Je l'ai ouverte avec précaution, m'attendant à moitié à un chèque. Ce n'en était pas un. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père, dégoulinante de condescendance. Il écrivait que lui et maman en avaient discuté et avaient décidé qu'ils ne me rembourseraient pas parce que la famille ne tient pas les comptes. Il m'accusait d'essayer de les punir et terminait la lettre par « Si tu veux faire partie de cette famille, tu arrêteras d'agir comme un créancier et tu commenceras à agir comme un fils. » Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. Et c'est là que j'ai su exactement ce que j'allais faire ensuite. D'abord, j'ai scanné la lettre et je l'ai ajoutée à mon dossier de documentation grandissant. Ensuite, j'ai appelé une de mes amies qui travaillait dans le recouvrement non pas pour les envoyer après mes parents, mais pour poser une question simple, comment puis-je m'assurer qu'un accord de remboursement est légalement exécutoire? Elle m'a expliqué le fonctionnement des promesses de remboursement, comment je pouvais en créer une rétroactivement si j'avais la preuve du prêt et de leur accord de me rembourser, ce que j'avais. À la fin de cette semaine, j'avais un document juridiquement contraignant rédigé, signé par un notaire, et prêt à être déposé au tribunal des petites créances si nécessaire. Mais je ne me pressais pas. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent le plus vite possible. C'était une question de timing. Ce timing est arrivé plus tôt que je ne l'attendais. Début août, ma sœur a publié sur les réseaux sociaux qu'elle avait enfin une nouvelle voiture. Pas une d'occasion. Un VUS tout neuf avec toutes les options. La légende disait, « Je me suis enfin fait plaisir. Je n'aurais pas pu le faire sans maman et papa. » Les commentaires étaient pleins de félicitations, et mes parents ont même ajouté leur grain de sel, tellement fiers de toi. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai souri, parce que maintenant j'avais la preuve qu'ils avaient des milliers d'euros pour l'aider, mais pas un centime pour me rembourser. J'ai attendu le vendredi suivant, puis je leur ai envoyé un courriel avec la promesse de remboursement mise à jour en pièces jointes. Objet, notification formelle de remboursement. Je l'ai gardé court et professionnel. Maman, papa, conformément à nos communications précédentes et à la documentation ci-jointe, je demande formellement le remboursement du prêt de 7 500 € transféré le date. Veuillez noter que la promesse de remboursement a été notariée et sera déposée auprès du tribunal si le paiement intégral n'est pas reçu avant le date dans 30 jours. Merci, Lucas. Pas de colère, pas d'émotion, juste des faits. La réaction a été immédiate. En moins d'1 heure, mon téléphone explosait de notifications. Maman a appelé 2 fois. Papa a texté, c'est scandaleux. Tu nous emmènes vraiment au tribunal pour une affaire de famille? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran de leurs messages et je les ai ajoutés au dossier. 2 semaines se sont écoulées et je n'ai plus eu de nouvelles. Puis, alors que la date limite de 30 jours approchait, j'ai reçu un chèque de banque par la poste pour le montant total, plus les intérêts. Pas de mots, pas d'excuses, juste de l'argent. Et c'est là que j'ai réalisé que mon plan avait fonctionné mieux que je n'aurais pu l'espérer. Parce que maintenant, ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient embarrassés. Assez embarrassés pour me rembourser discrètement plutôt que de risquer que je me présente au tribunal avec une pile de preuves sur la façon dont ils géraient l'argent. Mais je n'avais pas encore fini. La prochaine étape ne concernait pas l'argent. Elle concernait la réputation. J'ai attendu que la planification de la Toussaint commence à se profiler. Maman a envoyé le texto habituel sur le menu début octobre.
Et puis j'ai envoyé un seul message en retour, merci de m'inclure. Je ne serai pas présent cette année. J'organise mon propre dîner chez moi à la place. Ensuite, j'ai envoyé un texto à mon cousin Marc, la seule personne qui m'avait contacté pour me soutenir il y a des mois, et je l'ai invité, lui et sa famille, à mon dîner à la place. Quand il a accepté, j'ai posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Une simple photo de ma table de salle à manger avec la légende « J'organise le repas de la Toussaint cette année ». J'ai hâte de le partager avec les gens qui m'ont toujours soutenu. Je n'ai identifié personne. Je n'en avais pas besoin. L'effet domino a été instantané. Quelques heures plus tard, ma sœur a publié une story passive-agressive sur les gens qui se croient trop bien pour les traditions familiales. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la préparation d'une Toussaint parfaite. J'ai commandé la meilleure dinde que j'ai pu trouver, j'ai préparé tous mes accompagnements préférés, et j'ai même fait une folie avec quelques desserts chics. Le jour venu, ma maison était remplie de rires et de conversations. Pas de tension, pas de culpabilisation, pas de commentaires passifs-agressifs. C'était la première fête depuis des années où je me suis vraiment amusé. Et j'ai veillé à prendre beaucoup de photos, non pas pour leur en mettre plein la vue, mais juste pour me rappeler ce que c'était de finalement avoir la paix. La meilleure partie ? 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto d'une de mes tantes, quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis le Nouvel An. Lucas, ta mère était furieuse quand elle a appris que tu avais organisé ton propre dîner. Mais honnêtement, bravo à toi. Il était temps que quelqu'un arrête de les laisser mener la danse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis un moment, laissant les mots s'imprégner, parce que ce n'était plus seulement de la vengeance. C'était la liberté. La Toussaint chez moi s'est avérée encore meilleure que ce à quoi je m'attendais. Mon cousin Marc a apporté une bouteille de vin, ses enfants m'ont aidé à mettre la table, et nous sommes tous restés assis à raconter des histoires jusque tard dans la nuit. C'était simple. Personne ne se battait pour attirer l'attention, pas de commentaires désobligeants, personne n'essayait de contrôler la pièce. Quand tout le monde est parti, je suis resté dans ma cuisine silencieuse, regardant la vaisselle empilée proprement sur le comptoir, et j'ai souri. C'était la première fête que j'organisais, et elle me ressemblait. J'ai posté une seule photo sur mes réseaux sociaux le lendemain matin, juste la table doucement éclairée par les dernières bougies, avec des assiettes vides et des verres de vin éparpillés. La légende était simple, la meilleure Toussaint que j'ai eue depuis des années. C'est tout ce qu'il a fallu. À midi, mon téléphone a recommencé à exploser de notifications. D'abord, la conversation de groupe. Maman, c'est donc ça que tu préparais, exclure ta famille et le diffuser pour que tout le monde le voie. Papa, très classe, Lucas. J'espère que tu es fier de toi. Sœur, tu as gâché la Toussaint de maman. Elle a pleuré toute la nuit. Je me suis assis à ma table de cuisine, sirotant mon café, et pour la toute première fois, je ne me suis pas senti anxieux en lisant leurs messages. Au lieu de cela, je me suis senti calme, parce que c'était là, la preuve qu'ils ressentaient enfin ce que j'avais ressenti pendant des années. Pas la colère, pas la culpabilité, juste la piqûre d'être laissé de côté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai transféré toute la conversation à mon cousin Marc, juste pour que quelqu'un d'autre sache ce qui se passait. Il m'a appelé immédiatement, en riant. Il pète les plombs, a-t-il dit. Ma mère a dit que tout le monde à table chuchotait à ton sujet hier soir, se demandant pourquoi tu n'étais pas là. Apparemment, ta sœur a fait un discours sur le fait que tu as changé et que tu ne te soucies plus de la famille. J'ai levé les yeux au ciel, mais je souriais. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. J'ai fini d'essayer de prouver quoi que ce soit. Marc a hésité un instant. Tu sais, a-t-il dit lentement, plus de gens sont de ton côté que tu ne le penses. Tout le monde a juste trop peur de le dire. Cela m'a fait réfléchir, car cela signifiait que ma famille n'était pas seulement en colère, elle perdait le contrôle du récit. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Cette fois, j'ai décroché. Lucas, a-t-il dit sans préambule. Tu as fait passer ton message. Tu as assez embarrassé cette famille. Si tu penses que nous allons continuer à revenir en rampant juste parce que tu nous tiens avec l'argent, papa, les jeux interrompus calmement. Vous m'avez déjà remboursé. Il n'a jamais été question d'argent. Il était question de respect, de ne pas être traité comme un invité dans une famille que je me suis plié en 4 pour soutenir. Il est resté silencieux à l'autre bout du fil.
Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta famille, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse maintenant. Je n'ai pas coupé les ponts, ai-je dit. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu à moins de jouer selon vos règles. J'ai juste arrêté de jouer. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Écoute, a-t-il dit après un moment. Ta mère veut parler. Elle pense que nous devrions peut-être repartir à zéro. J'ai presque ri. Repartir à zéro? Après tout ça? Oui, a-t-il dit, presque suppliant maintenant. Mais nous n'allons pas supplier. Si tu veux venir à Noël, tu peux. Sinon, c'est ton choix. J'y ai réfléchi un long moment. Puis j'ai dit, je ne viendrai pas cette année, mais j'espère que vous apprécierez tous votre dîner. Et puis j'ai raccroché. Noël est arrivé et est reparti sans un seul appel ou texto. Je l'ai passé avec des amis cette fois, des gens qui voulaient vraiment que je sois là. Nous avons échangé des cadeaux, joué à des jeux de société et sommes restés éveillés jusqu'à minuit. C'était l'une des meilleures fêtes que j'ai eues depuis des années. Puis, une semaine après le début de janvier, ma sœur m'a envoyé un texto de nulle part, tu as gagné. Maman et papa ont arrêté d'organiser les fêtes. Ils ont dit que c'est trop stressant maintenant. J'espère que tu es content. J'ai fixé le message un instant, puis j'ai ressenti une étrange vague de satisfaction, parce que c'était ça. Pendant des années, c'est moi qui avais maintenu ces rassemblements achetant la moitié de la nourriture, payant les boissons, préparant les choses, nettoyant après. Et maintenant que je n'étais plus là pour tout soutenir, tout s'était effondré. Ce n'était pas exactement ma victoire, mais c'était ma liberté. Le printemps est arrivé, et la vie n'a fait que s'améliorer. J'ai eu une autre augmentation au travail après avoir mené à bien mon premier grand projet. J'ai recommencé à sortir avec des gens, chose que je n'avais pas faite sérieusement depuis des années parce que j'avais toujours été trop épuisé par les drames familiaux. J'ai même réservé un voyage à l'étranger pour l'été, quelque chose que j'avais reporté depuis toujours. Et chaque fois que je traversais ma maison, je me sentais fier, car c'était la vie que j'avais bâtie sans eux. Puis un après-midi d'avril, j'ai croisé ma sœur à l'épicerie. Elle a semblé surprise de me voir, et honnêtement, un peu fatiguée. Alors, a-t-elle dit prudemment. Tu en as vraiment fini, hein? Fini avec quoi, ai-je demandé. Avec nous? Avec la famille? J'ai souri, mais ce n'était pas froid. Non, j'en ai juste fini d'être le seul à tout faire tenir. Elle a baissé les yeux sur son chariot, puis m'a regardé. Tu leur manques, tu sais. J'ai hoché la tête. Bien. Peut-être qu'ils réfléchiront à la raison. Et sur ce, j'ai pris mon sac de course et je suis sorti. Je n'ai plus eu de nouvelles de mes parents pendant des mois. Mais quand la Toussaint est arrivée cette année-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une carte par la poste. C'était simple, juste une carte blanche avec un court message à l'intérieur, « Lucas, tu nous manques. Nous avons eu tort. Nous aimerions repartir à zéro. Avec amour, maman et papa. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur le comptoir. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis senti ni en colère, ni blessé, ni obligé. Je me suis juste senti en paix, parce que je savais que je décide de leur pardonner ou non, j'avais enfin le pouvoir de choisir. Et cette fois, j'ai souri. Pas pour eux. Pour moi. Et ce fut la dernière fois que quelqu'un m'appela un invité.